remercie notre intervenant d'avoir accepté cette invitation. On va dire que M. Bréchon fait partie des habitués de l'Université populaire européenne de Grenoble et est intervenu à plusieurs reprises. Donc, cette conférence est organisée par Sciences Po Grenoble en collaboration avec l'Université populaire européenne de Grenoble. Donc, c'est une association locale qui a pour mission d'informer les citoyens grenoblois et en dehors de la métropole grenobloise des questions européennes, différents aspects, économie, sociale, environnementale, etc., etc. Donc, M. Bréchon est professeur émérite de Sciences Po à Grenoble, qu'il a dirigé par ailleurs entre 2002 et 2005. Est-ce que ces informations sont correctes? Il me semble, oui. Oh, oui. Chercheur au laboratoire PACT, CNRS, il est spécialiste de sociologie des valeurs et de l'opinion publique en France et en Europe. Il a co-dirigé la France des valeurs et dirigé les Européens et leurs valeurs. Donc, c'est vraiment un spécialiste de cette question-là. Donc, il va nous parler des suites des élections législatives françaises avec un focus sur les résultats des élections européennes. D'accord? Alors, le sujet très controversé, si j'ose dire, surtout quand on fait un rapide topo de ce qui apparaît dans les médias sur ce sujet, n'est-ce pas? Sans parler des sources d'information francophones ou françaises, un rapide tour d'horizon, le quotidien grec Tanea a parlé d'un séisme pour la France et pour l'Europe, en faisant référence aux élections françaises. La presse belge, et notamment de Standard, a évoqué le pari fou de Macron. Der Spiegel allemand a critiqué Emmanuel Macron en le qualifiant de responsable de la crise politique actuelle. Pour faire un tour d'horizon un tout petit peu plus lointain, le Washington Post a mis en garde contre une possible gouvernabilité du pays. RT, pour les plus croustillants, l'ancien Russia Today, a relayé les déclarations de Marine Le Pen qualifiant les résultats de désaveu cinglant à la présidence française. Al Jazeera traite la situation politique actuelle en France de véritable crise de la démocratie en France. Alors, difficile de s'y repérer, difficile de faire le choix de ces informations. En tout cas, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est d'avoir votre interprétation, votre analyse de ces élections très controversées. Merci beaucoup pour votre invitation et je dirais que entre le moment où j'ai commencé à préparer mon intervention et puis ce qui s'est passé, il y a quand même eu l'espace de quelques jours et donc le temps s'est accéléré et donc peut-être que j'aurais pas prévu exactement mon intervention de la même manière si il y avait eu 8 jours plus tôt le renvoi, le vote de la motion de censure et le renvoi du Premier ministre. Bon, donc je vous explique le programme que j'ai prévu. Si ma souris voulait marcher, ça serait bien, parce que je suis old school. Ben alors, je n'avais pas essayé la souris. Ben voilà. Il suffit de le mettre à un autre endroit. Pardon, le rapprocher. Donc, je pense qu'en fait, il est quand même très intéressant de regarder les deux élections de la séquence électorale qu'on a connue en 2024 et de commencer par l'élection européenne et ses conséquences, parce que c'est aussi très important et on voit que le fonctionnement de l'Assemblée à Bruxelles et Strasbourg est assez différent du fonctionnement
de l'Assemblée nationale française. Donc je vais commencer par vous causer de l'élection européenne et des changements qu'on peut y observer. Au fond, c'est un peu le prolongement de... J'ai été intervenu pour l'UPEG en janvier 2024, donc 5 mois avant les élections européennes. Et donc, voilà, il s'est passé des choses depuis, et ce premier temps nous permettra de les voir avant d'aborder les élections françaises. Donc, voilà une diapositive où, alors il y a beaucoup de choses, vous arrivez à bien lire? C'est bien lisible? Oui. D'accord. Donc, j'ai mis sur cette diapositive les groupes parlementaires européens au 16 juillet 2024, donc 1 mois et demi après l'élection, au moment où l'Assemblée, le Parlement européen se met en place et a sa première session. Donc, vous avez les élus 2024 en nombre de sièges, et vous avez sur la colonne d'à côté le nombre d'élus pour chaque groupe parlementaire 3 mois avant, donc dans l'ancienne composition. Vous voyez les évolutions. Au fond, la carte des évolutions, elle est assez claire. Si on prend... Il y avait 3 groupes, pardon, il y avait 2 groupes de droite radicale, de droite extrême, comme on veut les appeler. Et ces 2 groupes, conservateurs et réformistes européens et identité et démocratie, ils représentaient 114, oui, 118 sièges. Et vous regardez aujourd'hui, 3 groupes désormais pour la droite radicale, au bas du tableau. Et si vous les regardez, disons conservateurs et réformistes européens, 78 sièges, patriotes pour l'Europe, 84, Europe des nations souveraines, 25. Donc ça doit faire un total de 187. On est passé de 118 à 187 élus pour la droite radicale. Pendant que je suis sur la droite radicale, ils sont, sur le bas de ma diapositive, ils sont, on va dire, à peu près par ordre de radicalité. Ceux qui sont considérés par le reste du Parlement comme les plus fréquentables, c'est les conservateurs et réformistes européens, où on trouve notamment le groupe de Madame Meloni. Les patriotes pour l'Europe sont pro-russes. Vous voyez qu'ils ont eu un certain succès. Et l'Europe des nations souveraines, par contre, est plus limitée, et elle comprend notamment l'AfD allemande, qui est considérée comme très peu fréquentable. Donc je vous ai rappelé qu'il fallait 23 députés pour pouvoir avoir un groupe parlementaire. J'ai mis du coup ce que disait la majorité absolue des chambres antérieures et actuelles, puisqu'il n'y a pas exactement le même nombre d'élus. Donc aujourd'hui, la majorité est à 720 divisé par 2, donc 361 suffrages. Et donc, la majorité, si je regarde par rapport à avant, la majorité était au fond assez large par rapport à 705, il fallait 417 suffrages. Aujourd'hui, par rapport à 720, il faut 401. Donc il y a les 3 groupes qui constituent cette majorité
avec donc le Parti populaire européen, donc la droite plus ou moins modérée, on va dire, les sociaux-démocrates, et puis les libéraux de Renew. Voilà, c'est les trois groupes qui ont, disons, animé la Chambre précédente sans une complète, discipline de vote. Parfois, les Verts ont voté avec ce grand rassemblement politique. Vous voyez déjà que la notion de compromis à Bruxelles et à Paris, c'est assez différent. Hein. D'un côté, on n'hésite pas à faire des compromis que, vus de France, on trouverait horribles. Et les mêmes, parfois, changent de culture entre Bruxelles et Paris. Parce qu'ils savent qu'au fond, ben, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Voilà. Donc, je passe, je pourrais dire des choses un peu plus précises. J'ai mis ensuite une diapositive sur la droite radicale, puisqu'elle se renforce. Mon diaporama sera disponible sur le site de l'UPEG, et puis je pense qu'il va aussi figurer sur 2 ou 3 plateformes, donc vous pourrez aller le voir. Donc la droite radicale aujourd'hui, elle est à peu près implantée partout. Il y a 5 pays où elle est arrivée en tête au moment des élections européennes. Il y a un pays où elle était, où c'était très proche en Pologne, entre Donald Tusk, et la plateforme civique et le PiS de la précédente majorité dans le pays. Bon. Il y a eu en 2024 aussi au plan national, c'est la deuxième partie de la diapositive, il y a eu beaucoup d'élections législatives. Dans plusieurs cas, elles sont favorables à la droite radicale. Ça a dû... Puisque, alors, n'oublions pas que l'Italie et la Hongrie ont un gouvernement dirigé par la droite radicale. En Slovaquie, au mois de juin, c'est aussi la droite radicale qui vient au pouvoir, quasiment. En Roumanie, actuellement, il y a aussi des élections, et donc il y a déjà eu un premier tour où c'est un pro-russe qui a été en tête. Aux élections législatives, ben, j'ai plus tout de suite en tête. Est-ce que je l'ai mis là? Non, je ne l'ai pas mis. Ils sont tombés. Donc on va dimanche prochain, donc il y a une élection qui va être le deuxième tour de la présidentielle, qui va être regardée de très très près, et notamment, je crois avoir entendu ce soir que TikTok a dit qu'il était prêt à collaborer avec... oui. Par rapport aux élections en Roumanie, il n'y avait pas eu aussi une histoire de recomptage de voix justement c'était saisi parce qu'il y avait des candidats sortants qui avaient porté plainte par rapport au bon déroulement des oui, c'est bien possible. Et qu'il y avait eu une fragilisation parce que je n'avais pas très bien compris, donc si vous pouviez m'expliquer cette partie-là, ça m'aurait arrangé. Je ne vais pas m'étendre sur la Roumanie parce que sinon on y va très tard. Donc il y a des participations au gouvernement dans quelques autres pays, comme vous le voyez sur la diapositive. Et donc il est clair que dans ce contexte-là, la droite radicale va peser beaucoup plus lourd à Bruxelles, non seulement dans un certain nombre de pays européens, mais aussi à Bruxelles,
parce que d'un côté, il va y avoir davantage de chefs de gouvernement qui vont être de droite radicale, un peu plus, autour des chefs d'État et de gouvernement d'une part, et puis d'autre part, ben, le poids avec 188 voix, ils font le même poids que le PPE, le Parti populaire européen, et d'autre part, le Parti populaire européen s'est lui-même droitisé assez fortement depuis, depuis 2 ou 3 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis juin 2024 au niveau donc, européen? Donc, d'abord, on peut dire que assez vite, il y a eu formation des groupes parlementaires qui, je ne dis pas qu'ils rebattent les cartes de l'élection, hein, mais ils la modifient un tout petit peu. Et c'est intéressant aussi à voir par rapport à l'idée de compromis, parce que, au fond, chaque groupe parlementaire a envie d'avoir le plus de députés européens possible. Et à partir de là, il faut chercher à attirer. Et où est-ce qu'ils peuvent attirer? C'est sur les marges de leur camp. Donc sur des partis qui ont des partis dans des pays qui ont des options plus ou moins proches d'un camp ou d'un autre. Et donc, ben voilà, chacun essaie d'attirer. Et donc, on est déjà dans l'idée de compromis, on essaie de ratisser large, on va dire. Donc, le processus normal prévu dans les textes s'est déroulé. Les chefs d'État, dès la fin juin, ont dit, voilà, nous, on repropose une présidence de Madame von der Leyen à la tête de la Commission. Elle a été confirmée en juillet. Là aussi, esprit de compromis. Elle a été, il y a eu 401 voix pour, donc on est largement au-dessus de la majorité absolue, et avec les voix de pas mal de verts, et des défections dans chaque parti, notamment dans le PPE. Il y a au sein du PPE des gens qui n'aiment pas Madame von der Leyen et n'ont pas voté pour elle. Donc, il y a, voilà, c'est le fonctionnement du Parlement européen. Et sans les Verts, elle n'aurait pas été élue, à 1 ou 2 voix près. Hein. Bon. Alors, une des innovations cette année, c'est que Mme von der Leyen avait demandé à chaque pays membre 2 noms de commissaires, un homme et une femme, alors que normalement, il en propose un seul. D'une part, ça lui permettait d'essayer d'avoir une commission paritaire entre hommes et femmes, et d'autre part, ça pouvait lui laisser un peu plus de marge de manœuvre sur le choix des profils. Donc, là, il a fallu ensuite avoir beaucoup de tractations, de négociations entre les chefs d'État et la Commission, on va dire Madame von der Leyen, et puis au sein même, négociations au sein même du Parlement européen, puisque, donc au mois de... Il y a d'abord eu une élection en juillet où on a vu le poids du PPE, puisqu'on a élu les vice-présidents en juillet en même temps que la présidente. Et on voit le PPE a eu 5 vice-présidents. Pardon, j'ai dit des bêtises. C'est la diapositive qui est juste. Donc ça, c'était le début, mais ensuite... La procédure, c'est qu'on doit auditionner chaque candidat prévu par la présidente, la future présidente. Et donc,
il n'y a eu pas trop de problèmes pour 19 d'entre eux, je crois, mais pour 7 commissaires, donc 7 sur 26, parce qu'on ne compte pas Madame van der Leyen, donc 7 sur 26, il y a eu des discussions alors très sérieuses que je détaille un tout petit peu. Le PPE, à l'intérieur du PPE, il y avait des gens qui étaient très remontés contre la vice-présidente socialiste espagnole qui était prévue, et donc ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc il y a eu des bargainings à ce sujet, et des gens qui soutenaient la dite socialiste ont dû au fond accepter de l'autre côté deux postes pour d'une part un Italien de Fratelli d'Italia et puis la personne qu'avait nommée Viktor Orban. Voilà, donc le vote global a été entériné le 27 novembre, c'est pas vieux, avec un score considéré comme pas très bon, 370 voix, donc moins bon que pour Madame van der Leyen seule, et avec pratiquement, dans la majorité, il y a des membres de tous les groupes. Et ceci montre déjà qu'il peut très bien y avoir des majorités changeantes à l'intérieur du Parlement européen. Il y a 3 partis qui ont au moins l'habitude traditionnelle de fonctionner ensemble, mais cela dit, il n'est pas impossible que le Parti populaire européen, qui a, je l'ai dit il y a 5 minutes, bougé pas mal vers la droite, il est le groupe le plus important. Il est tout à fait possible que sur certains textes, il joue non pas l'alliance traditionnelle, mais le vote avec la droite radicale. On l'a déjà vu d'ailleurs sur certains sujets à l'agenda qui ont commencé à être discutés depuis parallèlement à l'entrée en fonction de la Commission. J'ai listé ici ces sujets qui sont à l'agenda. Vous pourrez regarder en détail. Je vais passer très vite parce que je veux garder du temps à la fois pour les échanges et puis aussi pour parler de l'élection française. Donc sur la politique migratoire, on a vu au fond un mouvement qu'on voit aussi dans les États, c'est-à-dire qu'il y a une frénésie pour de nouvelles lois plus restrictives les unes que les autres. Et le paquet migratoire qui a mis une dizaine d'années pour être adopté à Bruxelles, il a été signé en avril, je crois, et il doit rentrer en fonction en 2026, en pleine activité en 2026. Et il y a des pressions assez fortes pour le faire entrer en activité plus tôt. Et puis, certains demandent une nouvelle loi, un peu sur le mode de l'Italie, pour avoir des centres de mise en rétention de ceux qui sont irréguliers, pour les renvoyer à la frontière, dans des centres à la frontière de l'Union. À l'agenda, il y a des thèmes qui sont liés à l'élection de Donald Trump, qui est d'abord la question du soutien à l'Europe, à l'Ukraine, et puis la politique commerciale des États-Unis et ses effets sur l'Europe. Et donc, voilà, il y aura sûrement à l'agenda des mois qui viennent
pas mal de débats européens pour trouver une position commune sur le commerce. Il y a la question de la défense européenne qui est aussi posée par la guerre en Ukraine, et une question qui existe, qu'on entend depuis très longtemps, dont on voit les prémices, les toutes premières prémices depuis très longtemps, mais qui n'a pas beaucoup avancé jusque-là, et je ne sais pas si elle avancera. Le traité sur le Mercosur également, il fait débat. Ça fait 25 ans qu'il a commencé à être discuté dans un contexte assez différent du nôtre. Et il est aujourd'hui très mal vu par la France, par la Pologne. Par contre, il est soutenu par au moins, assez nettement, par au moins une dizaine de pays européens. Et Madame von der Leyen pousse en disant maudits Français, vous n'allez pas nous mettre des bâtons dans les roues, il faut que ce soit signé avant la fin décembre. Bon. Donc là, il y a un enjeu assez à court terme, et qui est aussi lié aux politiques agricoles. Les agriculteurs voient d'un très mauvais œil ce traité. Des débats sûrement aussi sur le pacte vert, puisque là aussi, il a été voté dans le contexte de la mandature précédente, avec un fort appui des Verts, et aujourd'hui, il est beaucoup moins soutenu par la droite modérée. Donc, il y a notamment sur la table déjà, c'est un détricotage en cours sur les questions de déforestation, et est-ce qu'on a le droit, quand il y a eu la déforestation à l'étranger, d'importer les produits qui ont grandi sur les terres déboisées. Bien sûr, on va causer du budget pluriannuel, parce que à partir de 2027, il y aura le nouveau budget, et puis on rentrera dans une phase, je dirais, plus active sur l'élargissement, et donc ça sera certainement un enjeu très important. Alors, je tourne parce que il le faut. Donc, des élections législatives françaises totalement imprévues. Totalement imprévues. Pendant la campagne pour les européennes, sentant que le résultat des libéraux de son camp, et donc d'Ensemble et de Renaissance, n'allait pas être bon, Emmanuel Macron avait dit, je trouve que c'est une bonne position, il avait dit, il ne faudra pas tirer des conséquences nationales d'un scrutin européen. En général, dans tous les pays, la force au pouvoir fait un mauvais résultat aux européennes. C'est une occasion de critiquer à bon compte, puisque ça ne change pas le pouvoir national. Donc, il s'était conformé à ce que disent au fond les politologues depuis le premier scrutin au Parlement européen en 1979. Et donc, évidemment, c'était totalement imprévu qu'une heure après la clôture des bureaux de vote, Emmanuel Macron prend la parole et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on sait aujourd'hui qu'il a
pas du tout discuté ça longuement avec notamment son Premier ministre, les principaux soutiens de son gouvernement. Il semble que Gabriel Attal a été prévenu la veille, semble-t-il, et encore, je crois, indirectement, pas par le président lui-même. Macron a discuté ça avec, on va dire, une dizaine de personnes qui sont plutôt les conseillers de l'ombre. Et donc, voilà, c'est quand même un mode de fonctionnement qui est assez discutable, qui a été beaucoup discuté, comme vous le savez. Gabriel Attal, ça lui restait dans la gorge. Hein. Ils ont été en grand froid pendant les premières semaines. Là, ils ont été obligés un peu d'arrondir les angles entre eux. Mais enfin, c'est pas la joie entre eux. Et l'idée, c'est quand même que l'ancienne majorité présidentielle, même si elle était relative depuis 2022, cette majorité prend ses distances par rapport au président. Et chaque camp de cette majorité, Modem, Horizon, Renaissance, ensemble, donc tous les trois disent prendre leur distance. Bon. Et donc, il faut aussi rajouter que dans son annonce, il donne des dates. Donc 30 juin et 7 juillet pour les deux tours de scrutin. Donc il raccourcit au minimum la campagne électorale, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, parce que en si peu de temps, il ne peut pas y avoir une campagne très très développée, et le nombre de candidats, du coup, est restreint, parce qu'un certain nombre de formations, notamment celles qui ont moins de moyens, n'ont pas le temps d'investir des candidats. Bon. Donc, on est dans cette situation juste après les élections européennes. J'introduis ici, au fond, une idée pas seulement liée à des points de détail, mais il me semble que le désordre qu'on a connu au moins depuis 2022 dans les débats parlementaires, puisque c'est une des raisons que Emmanuel Macron a donné pour dissoudre, l'une des raisons de ce désordre, c'est quand même, elle est structurelle, elle n'est pas liée les gens sont bons, ils sont mauvais, c'est structurel, c'est-à-dire que au fond, on a vu le système partisan évoluer, le système partisan français évoluer fortement au cours des années, au fil des années, avec, je dirais, rythmé par les élections. Aux élections de 2017, on a parlé d'élections disruptives. Et donc, disruptive, ça veut dire de bouleversement, de grands changements. On voit apparaître un centre fort autour d'Emmanuel Macron, qui a fait une montée fulgurante au cours de la campagne électorale, et on voit apparaître, on commence à voir apparaître une tripartition de l'espace partisan. C'est-à-dire qu'il y a au fond aux deux extrêmes une tendance forte de droite et une tendance forte de gauche, pas forcément très unie, du moins à gauche, mais beaucoup plus sur la droite radicale. Mais il y a aussi un centre qui, M. Macron fait 28% au premier tour, il est élu avec 65% au deuxième tour en 2017, et donc voilà, il a une dynamique qui le porte, et qui le porte aussi aux élections législatives qui vont suivre en 2017.
2022, il y a un pas de plus dans la tripartition, puisque le centre, lui, perd sa superbe, puisque au terme de l'élection, ils n'ont plus qu'une majorité relative et non plus absolue. Et par contre, de chaque côté, ça a tendance à se renforcer. Donc, voilà, on commence à voir les camps qui commencent à s'équilibrer. Et ce qu'on va voir en 2024, c'est un mouvement d'équilibration presque parfait. C'est ce que je regarde ici. Un mot sur la campagne. Elle est courte, mais quand même très agitée. Hein, c'est avec notamment un vaudeville assez incroyable chez les Républicains, quand on voit le président en titre décider qu'il va faire une alliance, sans en parler à personne, il va faire une alliance avec le Rassemblement national. Et donc ça, c'est quand même... alors tout le monde refuse, presque tout le monde dans son ALR refuse. Donc il y a des décisions de justice, il y a des... on n'en vient pas aux mains dans les murs, mais presque, pas loin. Bon. Donc la gauche, elle, très vite, dit, comme en 2022, on aura un seul candidat par circonscription. C'est un accord avant tout électoral. On n'a pas discuté du programme. On avait celui de 2022. Il y a des sujets de division, totale opposition, mais ce n'était pas très important. On a mis 4 jours pour se répartir les circonscriptions, surtout. Et savoir quel rééquilibrage ont donné, notamment au Parti socialiste, qui avait le sentiment d'avoir pas été bien traité en 2022 et qui, par ailleurs, a retrouvé un peu de force électorale, notamment dans les élections européennes, où Madame, j'ai plus en tête le chiffre de Madame, aidez-moi, Valérie Heyer. Donc, ça devait être autour de 15%. Bon, donc, beaucoup plus, par exemple, oui, donc, pourquoi je veux... Je parlais des socialistes, donc il ne faut pas que je... Donc, c'est M. Glucksmann qui fait un assez bon score et qui, autour de 14, 15, fait un assez bon score, on va dire, aux européennes, beaucoup mieux que, par exemple, les 11% que les socialistes avaient fait en 2022. Donc, forte participation. On retrouve des taux de participation de 1997, dernière dissolution, et dissolution aussi ratée de Jacques Chirac. Donc, dernière dissolution et dernière élection législative qui n'est pas dans la mouvance d'une élection présidentielle. Et donc, on a bien repéré que 2002, avec une élection législative, à partir de 2002, qui suit la présidentielle, ça fait basculer le scrutin législatif qui perd pas mal d'importance. Les citoyennes se mobilisent beaucoup moins pour un scrutin qui vient 6 semaines après la présidentielle et où on a l'impression que les jeux sont faits, il y a un président élu qui va contrôler une majorité. Donc cette majorité, on n'a pas envie de la contester, beaucoup n'ont pas envie de se mobiliser pour la contester au président qui vient tout juste d'être élu, souvent par une majorité forte. Au deuxième tour, Macron
En 2022, il fait encore 58, à peu près 58%. Donc c'est un assez bon score pour un deuxième mandat, pour un début de deuxième mandat. Bon, donc François Hollande aurait bien voulu pouvoir faire de même en 2017, oui. Donc il va y avoir un front républicain. Le front républicain, ça marche plus ou moins bien selon les moments. Là, ça a bien marché. Ça a bien marché. La gauche retire beaucoup de candidats arrivés en troisième position. La majorité présidentielle accepte aussi de jouer le front républicain avec quelques exceptions, on va dire. Et celui qui n'en veut pas en entendre parler, c'est les républicains. Sauf en Isère. Oui, il y a toujours quelques exceptions potentielles. Donc les républicains ne veulent pas en entendre parler, donc ils maintiennent le plus souvent leur candidat. Voilà, mais le Front républicain a bien fonctionné, et du coup, ça a donné un résultat très inattendu au second tour. Personne n'avait vu venir le fait que le nouveau Front populaire, le NFP, arrive en tête. Pas de beaucoup, mais arrive en tête avec... il y a différentes... Le nombre d'élus, c'est toujours un peu compliqué parce qu'entre le jour de l'élection et la formation des groupes parlementaires, et puis ça bouge un peu en permanence. Donc, mais en tout cas, c'est clair que c'est ceux qui ont le plus d'élus, entre 180 et 193, voilà, on va dire. Donc, la majorité présidentielle perd pas loin de 100 sièges, entre 80 et 100, là aussi, selon les comptages. La droite radicale, par contre, est en forte hausse. Elle a 142 sièges contre 89. Avec le même mode de scrutin, en 2017, elle devait avoir 9 élus de mémoire. En 2022, elle en a 89. Et aujourd'hui, elle en a 142. 142 avec les ciotistes, hein, puisqu'ils ont réussi leur coup. Ciotti a réussi son coup, il a nommé des candidats dans pas mal de circonscriptions et il a 16 élus. Alors il a 16 élus pas sur sa propre force, il a 16 élus parce que dans ces circonscriptions-là, le Rassemblement national n'a présenté personne. Voilà, donc on est là véritablement dans une situation de trois camps qui ont à peu près la même force, 142, 150 et on va dire 180, 190. Donc après il y a des ajouts qui peuvent venir. Le groupe Lyot, on ne savait pas très bien où il allait, ce groupe en partie technique et avec des centristes, on ne savait pas très bien où il allait aller. Bon, il a appuyé globalement le camp présidentiel, il a refusé de voter la motion de censure hier, mais en tout cas, il n'y a pas de majorité, même relative, crédible. Et donc, normalement, alors donc ça veut dire premièrement, le président a perdu son pari. Et probablement l'essentiel de son pouvoir. Il va garder du pouvoir à l'international et sur les armées. Sur le reste, il aura a priori pas beaucoup de pouvoir, d'autant que même ces 140, les 140 députés proches de son camp sont aujourd'hui, je dirais,
assez autonomisé et ne se plie pas facilement aux desiderata de M. Macron. Et donc M. Macron ne contrôlera plus le fonctionnement de l'Assemblée comme il a pu le faire et comme beaucoup de présidents avant lui ont pu le faire dans des contextes de majorité absolue. Est-ce qu'on est dans une cohabitation? Par certains aspects, oui, puisque le président ne contrôle plus. Par d'autres aspects, non, parce que il y a encore des... D'abord, il n'y a pas de majorité alternative. Il n'y a pas de majorité alternative, et il y a une partie du camp précédent qui est dans la nouvelle majorité. Enfin, la nouvelle, pardon, le groupe qui appuie le président. Je m'excuse pour mes lapsus répétés. Je suis fatigué, je pense, ce soir, et donc ça augmente les lapsus. Alors, qu'est-ce que fait le président? Puisque donc la balle est dans son camp, il y a une nouvelle chambre, il doit nommer un Premier ministre. Et bien, il attend. Il attend que la situation se décante. Et par contre, on nomme très vite la présidente de l'Assemblée, enfin le président ou la présidente de l'Assemblée, mais pour le cas, c'est la présidente qui est réélue, Madame Braun-Pivet, ce qui montre que, au fond, c'est un premier indice, puisqu'au troisième tour, au premier et au deuxième tour, personne n'a de majorité. C'est pas étonnant. Et au troisième tour, eh ben, il y a 13 voix d'écart entre les deux candidats, la gauche et la droite. Donc, pour le nouveau Front populaire, M. Chassaigne, qui est un député communiste, plutôt un vieux sage, on va dire, un vieux politique en tout cas. Et donc, il a 13 voix de moins que Mme Braun-Pivet, donc 207 et 220. Donc, on voit que, au fond, la droite républicaine a voté avec le camp présidentiel, quelques centristes aussi. Donc, c'est un premier indice. Et par contre, il y a des fonctionnements un peu bizarres, on va dire, de l'Assemblée. Un jour ou deux après, sur le vote du bureau de l'Assemblée, à la suite de désunions entre Ensemble et LR, donc ce qu'on appelle le socle commun avait rien de très commun, ou pas grand-chose. Je suis un peu excessif en disant rien, mais pas grand-chose. Et donc, il n'y a pas eu l'appui des uns pour les autres pour élire le bureau de l'Assemblée. Et du coup, eh bien, au bureau de l'Assemblée, la gauche est largement majoritaire. 12 sur 22. Enfin, largement non, mais majoritaire, 12 sur 22. Donc, voilà, c'est un peu étonnant a priori, mais ça montre un peu l'état de la vie politique et parlementaire en France. Alors, j'ai titré la diapositive suivante « Un été en vain conciliabule, mais sans recherche de compromis, égale blocage ». Donc, la gauche, ben, vous le savez, je le rappelle juste, elle a estimé, M. Mélenchon a pris la parole très vite, sans d'ailleurs beaucoup de concertation avec les autres, pour dire, très vite après le résultat du second tour, on a le plus de voix, donc c'est à nous d'exercer le pouvoir. Tout le programme et rien que le programme. Donc c'est assez clair par rapport à l'idée de compromis. Donc position très ferme de la gauche, au moins de LFI, mais
soutenu quand même par une bonne partie de la gauche pendant, on va dire, 2 ou 3 mois. C'est un peu plus flou aujourd'hui, mais pour l'instant, ça a quand même tenu. Puisque hier, il y a peut-être une ou deux défections, mais pas plus, dans le vote de la motion de censure. Même François Hollande l'a voté. Donc, alors, on a ensuite, là aussi, une espèce de vaudeville sur le choix de la personne qui sera nommée Premier ministre. Il y aurait eu une solution simple qui aurait consisté à dire que l'ensemble des députés du NFP organisaient un vote. Les votes, c'est fait pour pas traîner en conciliabule et les règles de majorité, il faut établir quelles règles on retient, mais voilà, on peut demander une majorité qualifiée dans les premiers tours. Enfin bon, on sait faire. C'est de l'ingénierie électorale simple. Pour les leaders de la gauche, ça ne pouvait pas être ça. Et en tout cas, pour M. Mélenchon, ça ne pouvait pas être ça. Il fallait que les leaders puissent puissent aboutir à un consensus. Le consensus, ça existe depuis des siècles et des siècles, pas tellement dans le monde européen, mais en Afrique. Et en Afrique, le consensus, on sait bien ce que ça veut dire. Ça a des qualités. Ça a des qualités. Ça veut dire que les minorités ont une espèce de droit de blocage. C'est-à-dire que les minorités, tant qu'elles ne cèdent pas aux pressions sous la pression de la palabre, sous le baobab, eh bien, on ne prend pas de décision. Donc, ça veut dire qu'il est dans un mode de fonctionnement au consensus, il est très difficile de prendre des décisions. Les choses sont bloquées souvent longtemps, et par contre, quand on fait des élections, il y a des règles pour dégager une majorité, même très relative, en quelques semaines, on va dire. Bon, il faut aussi prendre un peu de temps, mais quand même, on dégage des majorités. Bon, là, il n'en a plus été question. Ça a été vaguement proposé au début. Et donc, tout le mois de juillet, les chefs, les élites partisanes de gauche se sont réunis très fréquemment pour essayer de trouver le candidat commun. Finalement, aucun candidat encarté dans un des 4 partis n'a fait consensus. Et donc, on a cherché quelqu'un qui puisse faire consensus sans être trop marqué. Alors, c'est là qu'a émergé, fin juillet, le nom de Lucie Castet. Je crois que c'est le Parti socialiste qui l'a en fait proposé, c'est Olivier Faure qui l'a proposé. Je dirais peut-être sans forcément avoir beaucoup, je ne sais pas, beaucoup travaillé la question parce qu'on débattait presque à chaud sur les noms, puisqu'on était à court de noms qui fassent l'unanimité, qui fassent consensus. Donc, il a sorti ça, ça a été accepté. Bon, et à partir de là, elle a été donc mise en scène pour être la candidate du NFP. Le président, vers le 20 juillet, dit voilà, ça ne s'est pas assez décanté, on va attendre les JO, que les JO soient terminés, donc il se donne du temps. La France doit pouvoir vivre apaisée ce grand temps
je sais pas quoi, d'identité non seulement nationale, mais mondiale, de confraternité mondiale. Bon. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un peu cherché, pris des contacts pendant ce temps-là, mais quand même, globalement, tout a été gelé. En principe, il avait dit jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, après il a dit jusqu'au 15 août, et puis progressivement, il ne s'est pas passé grand-chose avant fin août. Et donc, fin août, on commence, disons à la deuxième quinzaine d'août, ça commence à se réchauffer et on commence à parler un peu plus sérieusement du choix du président. Beaucoup de noms tournent en boucle. Beaucoup de noms tournent en boucle. Macron consulte beaucoup. On ne parle jamais, c'est le bas de la diapositive, on ne parle jamais du programme d'une coalition. L'idée d'une coalition, il faudrait d'abord qu'elle se réunisse. Il n'y a jamais eu de rencontre entre des partenaires potentiels d'une coalition, sauf réduite au petit camp central. Le LR eux-mêmes étaient fidèles à leur politique de 2022-2024. C'est-à-dire, l'idée c'était, on ne fait pas d'alliance avec le camp macroniste de 2022 et 2024, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Sur la base de 2022-2024, s'il y avait eu une alliance de gouvernement entre LR et le camp présidentiel, la loi sur les retraites ne serait pas passée, donc oui, c'est ça, la loi sur les retraites ne serait pas passée, et voilà, donc il y aurait eu plus des lois qui peut-être ne nous plaisent pas, mais il y aurait eu des lois qui auraient été plus faciles à prendre. Vous savez que les lois à la fois sur l'immigration et sur la réforme des retraites, ça a été là aussi des renversements de situation, là aussi ça a été chaotique. Le LR a fait monter a fait de la surenchère, par exemple, sur la loi immigration. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Et après l'élection de 2024, les LR restent à peu près sur la même position. On ne fera, Wauquiez dit après le deuxième tour, on ne fera pas d'accord avec la majorité présidentielle. On veut bien, au maximum, parce qu'on est quand même des gens de bonne compagnie, on veut bien un pacte législatif. Donc un pacte législatif, c'est-à-dire que sur 3 ou 4 grands projets, sur 4 grands projets, voilà, on veut bien qu'on essaie de discuter quelque chose de commun. Voilà. Bon. Et donc, par ailleurs, je redis ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, le camp présidentiel, il est très divisé entre ses composantes, et en plus, donc, les soutiens du président sont faibles à l'intérieur de chacun des groupes. Après, depuis cette dissolution ratée, les élites partisanes, notamment les députés, ils en veulent beaucoup à Macron de la dissolution. On leur a enlevé leur job, on leur a... c'est peut-être une... Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement qu'on leur a enlevé leur job, j'aurais peut-être pas dû employer cette expression, mais on leur a coupé une majorité relative. Ils ont perdu une centaine de sièges. C'est ça qui est le plus important. Donc ils ont perdu une centaine de sièges. Donc c'est une dissolution ratée et son propre camp lui en tient rigueur. La manière dont s'est passée la dissolution
est vraiment très mal vécu par ses partisans. Alors donc, voilà pour... donc j'avance et je crois que ça doit être... oui, c'est la dernière diapo. Donc, valse hésitation qui va se poursuivre le 2 septembre, après beaucoup de tergiversations sur des noms de candidats. Il y en a deux qui semblent tenir la corde, ça semble être les derniers à tenir la corde. Xavier Bertrand, un peu un marginal de la droite républicaine, oui, de la droite républicaine, président de région dans les Hauts-de-France, et puis Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre de François Hollande, terminant son mandat. Et le président, pendant 24 ou 48 heures, il essaie surtout de savoir lequel avait le moins de risque d'être censuré très vite. Et comme de toute façon la gauche avait dit qu'elle censurerait immédiatement, eh bien, c'est sur le RN que reposait la décision d'une certaine manière. Et donc le RN a été contacté par Emmanuel Macron et ses conseillers pour savoir quelle allait être leur stratégie. Et bon, il est clair qu'ils n'aimaient pas Xavier Bertrand. Il y a une inimitié forte dans les Hauts-de-France entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Ça n'a probablement pas aidé. Et donc, on en était là quand Laurent Wauquiez a évolué dans sa perception. Il est devenu plus mou. Il n'a pas dit on ne participera pas à un gouvernement. Il n'a plus dit exactement ça. Et donc, ça a réouvert une hypothèse de quelqu'un qui, remplaçant Xavier Bertrand, et y compris plus proche du cœur du parti, on va dire. Et on avait déjà évoqué Michel Barnier en juillet, pas beaucoup, mais un peu. Et là, son nom refait surface du jour au lendemain. Il n'était pas dans les deux qui tenaient la corde, mais il refait surface, et c'est donc assez... Ça supposait une évolution de la position de LR. Ce qui est finalement... Donc il va être désigné le 5 septembre, ce qui est quand même assez étonnant que cette personnalité tout à fait estimable, un grand Européen qui a négocié le Brexit, qui a été de nombreuses fois ministre, qui a évolué vers la droite, c'était plutôt quelqu'un de droite modéré, pas du tout extrémiste, qui a en 2021-22 évolué pour des raisons un peu conjoncturelles de candidature à la primaire des Républicains pour la présidentielle. Il a évolué, il a soutenu à ce moment-là, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, des positions assez extrême droitières pour faire plaisir à l'électorat LR, assez très droitier, et pas toujours très différent finalement sur les questions migratoires du Front National. Donc, Barnier est désigné, il va falloir qu'il forme son gouvernement. Et là encore, ça a été très difficile. Il a mis du 5 septembre au, j'ai mis la date quelque part, au 2 octobre, je crois, pour former son gouvernement et l'annoncer. Donc,
Entre-temps, il a fait une déclaration de politique générale qui reste très générale parce que dans sa situation, il ne peut pas trop s'engager. Donc voilà, stratégie de position très, très prudente. Finalement, donc, il nomme son gouvernement. Et donc j'ai mis un gouvernement de 39 ministres qui est approuvé par le président. Le président, semble-t-il, a essayé de peser, tout comme les camps présidentiels, enfin, les différents partisans du président. Donc la droite et la gauche du camp présidentiel ont chacun, je dirais, appuyé des candidats plutôt que d'autres. Et il a appuyé ou déglinguer, ou essayer de déglinguer un candidat qui apparaissait en cours. Bon. Donc, alors, non, la date doit être... L'ensemble de la composition est enfin dévoilé le 21 septembre. Donc, j'étais le 21 septembre, donc 39 ministres, beaucoup pour Renaissance, à peu près la moitié, disons 12, 11 pour LR, et puis après c'est des alliés, donc je vous l'ai mis sur la diapositive, c'est LR, après c'est le MoDem, c'est Horizon, c'est le Parti Radical, c'est l'UDI, et puis il y a un homme qui a une image de gauche, qui a été un leader socialiste important, Didier Migaud, qui est aujourd'hui divers gauche, et donc je pense qu'il est beaucoup moins sur des positions un peu de socialisme dur comme il a pu être, par exemple, au moment du traité de Maastricht. Et donc, voilà, il est d'une certaine manière la caution de gauche de ce gouvernement, et il est censé faire un peu pendant à M. Retailleau. Donc on a essayé de contenter les durs sur les problèmes d'immigration et de sécurité avec Bruno Retailleau, et de l'autre, on met Didier Migaud à la justice. Donc voilà, c'est un calcul politique qu'on peut comprendre tout à fait, mais en tout cas, tout ceci nous montre que les choses sont très, très difficiles, et par contre, je ne comprends pas pourquoi j'avais une douzième diapositive. La voilà qui ressort. Voilà, oui. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé après le choix du gouvernement? Oui, c'est la dernière, je finis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la procédure budgétaire normale, on va dire, de chaque automne. Et là, elle a été très compliquée, évidemment, surtout dans le contexte où Bruxelles fait les gros yeux à la France comme à 5 autres pays européens, en disant que vous avez trop de déficit, et donc il faut réduire la voilure. Le gouvernement essaie de réduire la voilure. On prévoit 40 millions d'économies sur les dépenses, 20 millions de... Milliards. 40 milliards, pardon, excusez-moi. 40 milliards et 20 milliards sur les 20 milliards de recettes supplémentaires. Bon, après, c'est discuté en commission, ça revient devant le Parlement. Il y a aussi, dans le même temps, le budget de la sécurité sociale,
sur lequel il y a pas mal de débats. Et progressivement, les positions se tendent, et notamment du côté du du Rassemblement national, qui avait dit qu'il ne voterait pas par principe et tout de suite, mais il n'avait pas précisé, et tout de suite la censure, mais qui, dans le cadre de ce débat, trouvant qu'il y avait des positions mauvaises dans ce budget, a dit voilà, on va voter la censure. Et au bout d'un certain temps, il fallait bien, je dirais, mettre les points sur les i et savoir ce qu'il en était. Donc Michel Barnier engage la responsabilité de son gouvernement, et jusqu'à ce moment-là, il y a plusieurs discussions avec le RN, et sur plusieurs points, Barnier négocie et Barnier fait des concessions. Mais en même temps, la surenchère joue. Quand Barnier a lâché du lest sur l'aide médicale d'État ou les remboursements des médicaments, eh bien, Marine Le Pen sort un nouveau point sur lequel elle annonce une ligne rouge. Donc voilà, elle veut la censure, elle veut censurer. Et donc voilà, ça aboutit donc à aujourd'hui, et donc wait and see pour à 20h on saura ce que dit le président entre les différents scénarios qui s'offrent à lui. Voilà. Je ne veux pas anticiper sur plus de chances de sortir. En tout cas, j'insiste surtout sur la situation très difficile dans laquelle on est, dans cette situation où non seulement il y a une tripartition de l'espace partisan, mais où ces trois camps ne veulent pas négocier entre eux, et donc s'auto-excluent mutuellement. Ce qui fait qu'il y a, de manière prévisible, il n'y a pas de solution évidente pour les mois, voire les années qui viennent. À partir de juillet 2025, du 8 juillet, au bout d'un an, on aura le droit de réélire, de dissoudre l'Assemblée, de réélire. Est-ce que les rapports de force auront bougé? Personnellement, je crains surtout que ce qui aura bougé, c'est à la fois l'abstention. Il risque d'y avoir plus d'abstention, parce que ce qu'on voit aujourd'hui peut pousser les gens à se dire ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et d'autre part, le camp des extrêmes peut aussi se renforcer au détriment du centre. Et donc, si l'un des deux extrêmes se renforce suffisamment, on retrouvera peut-être une majorité. Dans tout ça, on n'aura pas avancé sur la proportionnelle, qui est toujours le serpent de mer depuis 30 ans. Voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse. Merci beaucoup d'avoir esquissé cette série de rebondissements politiques. Bien inquiétant, il faut l'admettre. Il y a forcément des questions. Nous avons 13 minutes. On va dire un petit quart d'heure. Pierre Lafron, étudiant à Sciences Po. J'avais une question concernant justement la nomination d'un futur gouvernement selon laquelle,
l'affirmation selon laquelle peu importe le gouvernement, il chutera étant donné que les trois blocs ne sont absolument pas d'accord entre eux. Et si on nommait, en tout cas M. Macron, nommait un Lucie Castet, par exemple, au poste de Premier ministre, est-ce que vous pensez que le bloc centriste irait jusqu'à voter la motion de censure avec l'extrême droite, dans le sens où, pendant toute la campagne législative et même auparavant, la position du bloc centriste était non au RN, jamais de RN. Donc est-ce qu'ils iraient jusqu'à voter la motion de censure contre un gouvernement de gauche? Je crois qu'on ne peut pas, en l'état actuel, on ne peut pas bien savoir. On ne peut pas bien savoir. Ce qui est certain, c'est que... Pardon? Non, pardon. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler d'un gouvernement de gauche, et en tout cas pas d'un gouvernement conduit par une personnalité LFI. Donc, ou même Lucie Castet, parce que il l'a reçu finalement fin juillet. Hein, il lui a fait passer un grand oral. Et donc, il n'en veut pas, hein, manifestement. Donc, je ne le vois pas nommant Lucie Castet dans quelques jours. Parce que peut-être qu'on pouvait se dire qu'il n'en voulait pas, mais maintenant qu'on lui a dit non, peut-être qu'il va devoir dire oui. Je crois que c'est une espérance un peu chimérique. Mais peut-être que je me trompe, hein, je veux dire, là on... Bonsoir, déjà merci pour la présentation. Pour rebondir sur la première question, quelle est la solution réellement du coup pour nommer un nouveau ou une nouvelle Première ministre? Parce que soit en fait on part du principe qu'il faut prendre un gouvernement d'extrême droite au gouvernement de gauche, indépendamment de toute conviction qu'on a nous personnellement, se dire que prendre une personne, un macroniste, ça ne fonctionne pas. Globalement, qu'il faut forcément s'allier soit avec un bloc plus à droite, soit avec un bloc à gauche. Donc, quelle est la solution? Est-ce que vous pensez réellement que si ce soir il décide de nommer un macroniste type Le Cornu, typiquement, est-ce que c'est viable, ou est-ce que c'est se condamner à se dire qu'en 3 mois, on a la même histoire que celle qu'on vient de vivre? Ah ben, oui, on risque d'avoir la même histoire que celle qu'on vient de vivre. Et donc, il y a blocage, hein, il y a blocage et c'est... Pour qu'il n'y ait pas blocage, en effet, il faudrait que... Il ne va pas nommer quelqu'un du Rassemblement national. Donc il faudrait qu'il nomme quelqu'un de gauche. Vous en êtes sûr de ça? Qui ne mettrait pas quelqu'un du Rassemblement national? Non, ben, il n'a pas la Non, on peut lui faire des... Non, je trouve que ça serait quand même un procès d'intention. Qui puisse être amené de temps en temps à négocier avec le Front National, maintenant, c'est plus à lui, c'est Barnier qui a négocié. Hein. C'est pas lui. Lui, il a toujours dit, il a toujours affirmé que le seul qui se battait vraiment contre le Rassemblement national, et notamment le deuxième tour de scrutin, c'était son camp. C'est pas totalement faux quand même. Sur le fait qu'il se batte contre, oui, sur le fait que ce soit le seul, non. Oui, non mais d'accord. Et au premier tour, c'est pas le seul, de toute façon, mais au deuxième tour, en tout cas, on est la principale force qui allons nous battre contre. Voilà, c'est ce qu'il disait. Et je pense que je le vois mal. Non, franchement, non. Si Marine Le Pen, si en 2025, il y a une nouvelle élection législative, que Marine Le Pen soit en état de devenir Première ministre avec une majorité relative très forte, proche de la majorité absolue, je pense qu'il la nommera. Mais jusque-là, il ne la nommera pas, à mon avis. Voilà.
Après, je peux me tromper, hein, mais ça serait vraiment un scoop. Hein. Ça serait autant un scoop que la dissolution, quasiment. Je voulais ajouter quelque chose qui m'a peut-être échappé, mais c'est pas grave. Merci. Moi, je vais ajouter une petite touche d'optimisme parce que avant de venir, j'ai lu des informations et puis il aura fallu finalement l'électrochoc de la dissolution pour que les choses bougent, enfin les positions politiques de chacun. Visiblement, au niveau du PS, ça commence à bouger, ce qui met d'ailleurs en colère Mélenchon. Raphaël Glucksmann, dont on a parlé, qui avait quand même porté un gros score aux européennes, a lancé un appel aujourd'hui dans le monde dans lequel il appelle à réactiver le Front républicain. Et puis enfin, il y a Cécile Duflot, qui est l'ancienne dirigeante des Verts, qui est aujourd'hui directrice d'Oxfam, qui elle aussi il lance un appel à un Front républicain sans LFI et sans le RN. Donc tout ça, moi, me laisse espérer que enfin les choses vont bouger dans le bon sens, parce que si effectivement on considère le Front républicain sans RN et sans LFI, il y a de quoi faire une majorité. Oui. Sur Alors quel d'accord, programme? merci pour ces... Le programme, ils le feront. Le programme, il faut déjà se décider. Il faut, comme ça se passe en Europe, il faut déjà se décider qu'il est possible d'essayer de faire des choses. Ce qui était exclu, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Donc, si déjà aujourd'hui ça se fait, s'il y a des gens qui disent mettons-nous autour de la table, eh bien, on peut espérer. Je vais peut-être dire un mot, mais je le fais court si possible. Je suis en gros d'accord, c'est-à-dire que je pense que déjà que avant de choisir Barnier, Bernard Cazeneuve a été pas loin d'être nommé, puisqu'il était en balance avec Xavier Bertrand. Si Macron avait senti une réelle possibilité de casser le NFP, le Nouveau Front Populaire, et de ramener au moins une bonne partie des socialistes vers Ensemble, je pense qu'il pouvait le faire, il aurait pu l'accepter. Et cela dit, à l'époque, il y avait aussi un certain espoir, puisqu'il y a la partie du PS qui n'est pas d'accord avec la tendance Olivier Faure, les deux tendances minoritaires qui ne sont pas d'accord avec lui, avaient demandé un bureau politique, et ils ont été minoritaires au bureau politique, et donc la position qui a été affirmée, c'est le Parti socialiste censurera, y compris Bernard Cazeneuve. Bon. Et donc, ça peut en effet bouger. Et donc, en effet, si ça bouge, on peut estimer qu'il peut y avoir une nomination de quelqu'un de gauche qui fasse coalition avec... mais si on veut ça, il faut très vite, je dirais demain, il faut très très vite chercher moins le candidat miracle que sur quoi on va être d'accord. Parce que c'est ça qui est le plus important si on veut que ça tienne. En Allemagne, on commence tout de suite, c'est souvent très âpre, mais on négocie un accord qui est fait pour durer le temps de la mandature. Alors, ça ne se passe pas toujours bien, puisque là, elle vient d'éclater, mais l'accord qu'on est censé respecter, il est très détaillé. On le négocie pied à pied, ça fait 180 pages ou plus. Donc, voilà, on est très loin de cette culture de gouvernement, on va dire, et de responsabilité gouvernementale. Nos modes de fonctionnement, je les trouve assez irresponsables. J'ai mis le terme irresponsable dans la dernière diapositive, je crois. Et donc,
Voilà. Mais bon, moi je veux bien avoir de l'espoir. Hein. mais cela dit, c'est pas gagné. Hein. Une dernière question. Et Pérou. Ah, Pérou. oui, j'aimerais, si c'est possible, qu'on en revienne un petit peu à la poussée de l'extrême droite en Europe, et je dirais plutôt des extrêmes droites, car si de loin elle présente des similitudes, de près quand même, pour ce que j'en sais, il y a des différences qui ne sont pas petites. Il y a les extrêmes droites qui s'appuient sur le catholicisme, comme en Pologne ou en Hongrie, et d'autres pas du tout. Il y en a qui ont fait des efforts pour se respectabiliser, ou comme on dit en France, se dédiaboliser, comme Le Pen ou Meloni. Et puis il y en a, comme je vois en Allemagne ou en Autriche, où la distance avec le nazisme apparaît de moins en moins évidente. Ça vient de plus en plus. Il y a des partis qui ont abandonné, apparemment du moins, tout antisémitisme, d'autres pas du tout. Alors je ne pense pas que même au Parlement européen, il puisse véritablement, avec des différences aussi ostensibles, il puisse faire un front commun. La question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, mais il est possible qu'ils ne puissent pas, sur certains thèmes, ils ne peuvent pas faire de compromis, mais sur certaines choses, ils peuvent être d'accord. Donc c'est juxta modum, c'est-à-dire que c'est selon les sujets, ils peuvent, et sur certains textes, ils peuvent voter avec une partie du PPE. C'est ce qu'on a déjà vu sur la déforestation, par exemple. Donc, mesure par mesure, il peut y avoir des renversements d'alliances à Bruxelles. Même vis-à-vis de l'Europe et de la Russie, il y a des positions très divergentes. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe qui est vraiment sur des positions pro-russes. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à tous, bonne soirée, et puis rendez-vous en janvier pour la suite des échanges dans le cadre de l'UPEG. Vous pouvez nous suivre sur le site de l'association www.upeg.com.